sommes ravis de vous accueillir ici à la mairie du 3e. J'ai organisé la conférence sur la PMA car c'était suite après le débat de la PMA pour toutes. On n'a jamais autant entendu parler de PMA que ces derniers mois, ce qui a permis de lever partiellement le tabou autour de la PMA, parce que ça reste un tabou en France. Et en fait, suite à ces différentes polémiques, je me suis dit, mais toutes celles et ceux qui se positionnent pour la PMA et surtout contre la PMA pour toutes savent-elles ce que c'est exactement la procréation médicalement assistée. Donc c'est suite à cette réflexion que j'ai décidé de développer une conférence autour de la PMA. Je tiens à remercier la mairie du 3e arrondissement. Madame Lardy, merci beaucoup pour votre accueil. Je tiens à remercier tous les participants, tous les intervenants qui vont intervenir à la conférence. Madame la députée Laurence Wassenbrock, Docteur Guy Cassuto, Docteur Ashraf Benamar, Audrey Kermalvezen, Rachel Treves, Pauline Couseran, qui va témoigner de son parcours qui a duré 4 ans en PMA, ainsi que les 2 modératrices Myriam Levin et Anne-Sophie Dupéré. Avant d'ouvrir la conférence, je tiens à remercier particulièrement le laboratoire Gédéon Richter, partenaire de la conférence. Le laboratoire Gédéon Richter est dédié à la santé de la femme, notamment dans le domaine de l'infertilité, l'endométriose, l'infectiologie et le fibrome utérin. Donc bonsoir à tous. Merci beaucoup Mayam et Deb de m'avoir proposé d'animer cette première table ronde. Je vais me présenter en 2 minutes avant d'inviter les participants de cette première table ronde. Donc voilà, moi je suis journaliste cofondatrice du site Chic Magazine féministe, que certains et certaines connaissent peut-être dans la salle. Et en fait, j'ai dit oui à Maya, puisque j'ai dit oui tout de suite pour animer cette table ronde, puisque je me sens indirectement concernée par la PMA dont on va parler ce soir, parce que moi, donc, j'ai témoigné d'un cas très particulier de PMA qui s'appelle l'autoconservation des ovocytes, donc qui consiste à faire congeler ces ovules jeunes pour pouvoir s'en servir éventuellement quand je serai vieille. En gros, voilà pour résumer. Vous avez commencé par des inséminations. Donc oui, j'ai commencé par des inséminations qui n'ont pas fonctionné. J'en ai fait 3. Ensuite, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je passe en FIV et en FIV-ICSI. Et donc là, effectivement, c'est un petit peu plus lourd quand même, puisque le protocole... Moi, j'ai les ovaires polykystiques, donc je suis SOPK. Et mon mari est diagnostiqué... il a les spermatozoïdes feignants. En gros, il est térato, oligo. Au fur et à mesure des spermogrammes, il avait à chaque fois des termes un peu compliqués au départ. Quand on arrive dans ce parcours, on ne comprend pas tellement. Et puis ça passait aussi, alors on nous dit souvent oligospermie, tératospermie, extrême, sévère, donc c'est des termes qui font vraiment très peur. Quand j'ai vu sévère, je me suis dit oula, donc c'est assez effrayant. Donc voilà on a une infertilité des 2 côtés. Donc on a dû passer en FIV-ICSI. Et du coup, ça a duré au total 4 ans. Oui. Donc, ça a duré 4 ans, oui, parce que déjà les rendez-vous pour les différents examens sont assez longs. Parfois, il y a des délais de 2 ou 3 mois d'attente. Entre-temps, il faut se faire opérer. Moi, je me suis fait opérer d'un kyste aux ovaires. Mon mari s'est fait opérer de la varicocèle. Donc c'est long, il y a des mois d'attente. Et entre les échecs, il faut aussi patienter. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. Bravo Maya pour ton organisation. Et je suis content d'être parmi vous aujourd'hui, bien qu'il ait été un petit peu compliqué de suivre aujourd'hui ce qui se passe dans Paris. Bien, je crois que de ce que vous avez dit, vous avez pratiquement parcouru tout le panel de la PMA, entre l'IAC, l'insémination, la FIV, l'ICSI. Alors, l'insémination, juste pour revenir, on ne peut malheureusement pas l'appliquer pour tout le monde. Pour faire une insémination, il faut que les trompes soient libres. Donc c'est le premier critère. Et le deuxième, il faut aussi que le sperme soit au moins de bonne qualité. Ce sont les 2 critères nécessaires pour faire une insémination, parce que l'ovocyte va être ovulé dans la trompe et les spermatozoïdes doivent le rejoindre. Donc si on n'a pas ces 2 conditions, on ne peut pas faire une insémination. C'est une technique, on va dire, assez simple, ambulatoire, non invasive et qui se fait dans la journée. Après, si les trompes sont bouchées, le sperme n'est pas performant au niveau du nombre et de la mobilité. Si
il y a échec parce que les taux de réussite sont beaucoup plus bas en insémination, on passe en FIV. En FIV, fécondation in vitro, normalement sur un cycle d'une femme, il y a un seul ovocyte mature qui arrive au moment du 14e jour à maturité. En FIV, on prépare environ 10 ovocytes matures, entre 8 et 12. C'est la bonne stimulation. Pour vous, tel que vous le dites, c'est effectivement plus difficile parce qu'avec les OPK, c'est plus compliqué d'obtenir une bonne stimulation parce que ça démarre très vite ou très lentement. Bien. À partir du moment où on a ces ovocytes, on les met dans un milieu de culture, on prépare le sperme aussi en concentrant et en éliminant certaines cellules, le liquide séminal, et l'on met en contact ovocytes et sperme. Donc il n'y a aucune intervention humaine. La fécondation se fait toute seule, seulement dans un incubateur, dans des boîtes de culture et non pas dans un utérus. Mais nous n'intervenons pratiquement pas. Seulement prendre les ovocytes, les préparer, les mettre dans des conditions adéquates et préparer aussi le sperme. Et la troisième technique, on va dire, où là il faut vraiment une intervention, c'est si le nombre de spermatozoïdes mobiles ou même au niveau de la concentration n'est pas suffisant, à ce moment-là, et c'est là où on arrive dans ces OATS, oligo, asténo, tératospermie. Oligo, c'est le nombre, térato, c'est la morphologie, et asténo, c'est la mobilité. Et ces trois facteurs vont souvent de pair tous les trois. Quand un est altéré, il existe des oligospermies isolées, mais c'est assez rare. Les trois vont souvent ensemble. Si vous avez une diminution de la mobilité, vous avez une diminution de la concentration et vous avez une altération de la morphologie. Et c'est là où on a des OATS. Et alors on démarre sur un sperme normal à 40 millions. L'OATS va se situer entre 10, 5, 1, 500 000, 100 000 spermatozoïdes. Donc vous voyez, et c'est là où c'est sévère au niveau de l'OATS. À ce moment-là, la seule technique que l'on puisse utiliser, parce que si on met les spermatozoïdes en petite quantité ou en mobilité faible autour de l'ovocyte, ils ne pourront pas entrer et féconder l'ovocyte. Et l'on prend un ovocyte un par un et on le micro-injecte à l'intérieur de l'ovocyte. Alors oui, comme je vous ai dit, moi j'ai eu que des échecs. J'ai essuyé les échecs pendant un moment entre la phase médicaments, on a essayé plusieurs fois, ça ne fonctionnait pas, les inséminations, ça ne fonctionnait pas et on y croyait à chaque fois. Donc c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Et là, je me suis dit, la FIV, je pense que c'est vraiment ça qui nous convient. Ça va fonctionner, c'est sûr. En plus, les médecins me disaient que je répondais très bien, que le protocole me correspondait parfaitement et que j'avais de beaux embryons. Je me suis dit, c'est bon, ça va fonctionner. Et non, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, bon, premier embryon, bon, je vais continuer. Et après, au bout d'un moment, je me suis écroulée. Je me suis dit, c'est pas possible, j'en pouvais plus des échecs. Et donc, j'ai essayé d'ouvrir les yeux, de regarder un peu autour de moi ce qui se faisait. J'ai écouté des témoignages. Et je me suis tournée comme ça, progressivement, vers le monde du bien-être, on peut dire, des médecines un peu parallèles. Et j'ai découvert un monde, c'était un monde où j'étais assez sceptique. J'ai commencé à aller voir des thérapeutes de bien-être, des hypnothérapeutes, kinésiologues, sophrologues, j'ai essayé beaucoup de pratiques. J'étais très sceptique au départ et finalement, au fur et à mesure, j'ai vu que ça m'a beaucoup aidée. Ça a été formidable, ça m'a redonné de l'espoir, redonné du sens et ça m'a permis de tenir et continuer parce qu'au bout d'un moment, je voulais tout arrêter Et vous avez amorcé un travail un peu psychologique, je crois, sur votre histoire personnelle. Oui. Et, enfin, plutôt sur la vôtre que sur celle de votre mari, mais on y reviendra. Oui. Mais en tout cas, vous avez compris qu'on ne pouvait pas vraiment déconnecter le purement médical du psychologique, je crois. Je me suis rendu compte que c'était très lié et que c'est vrai qu'il faut lâcher prise. On entend souvent dire faut lâcher prise, mais comment on fait pour lâcher prise quand on se fait des piqûres tous les jours, qu'on pense qu'à ça, qu'on vit que pour ça. Donc c'est difficile de lâcher prise. Donc faut se faire accompagner. Et finalement, au fur et à mesure, quand j'ai testé plein de pratiques, je me suis rendu compte que oui, on s'est concentré beaucoup sur moi et que je suis entrée profondément dans mon histoire personnelle à moi. En fait, dans mon enfance, mon adolescence, dans mon inconscient, et j'ai découvert des choses assez incroyables. Bon, y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est vrai que le parcours de PMA, c'est un parcours hyper compliqué parce que c'est souvent long.
c'est souvent solitaire, même si c'était intéressant parce que je vous écoutais et je me suis dit, pendant les 10 premières minutes, c'était tellement scientifique. Même toi, ta présentation, Pauline, tu disais, j'ai fait 2 FIV, j'ai fait une insémination. Lui, tu t'as même dit, j'ai écrit, je suis SOPK. Et je me suis dit, il y a un moment où justement, pourquoi les psychologues interviennent, en tout cas, pourquoi moi, j'aime participer à cette prise en charge, c'est parce que j'ai envie en fait de vous dire que vous êtes surtout Pauline, que vous êtes une femme, que vous avez un homme qui n'est pas, comme tu l'as dit, térato-ligospermique. Et que, non mais ça vous fait sourire, sauf qu'en fait, dans les cabinets de consultation, moi quand je les reçois, il y a un moment où je me dis qu'ils se sentent comme ça. C'est-à-dire que la patiente que j'ai en face de moi, elle se sent SOPK, elle se sent être un ovaire faible, elle sent que son mari, il est un peu comme ses spermatozoïdes. Enfin, il y a plein de moments où j'ai l'impression que mon devoir, c'est de les rendre hommes et femmes, et pas que dans ces parcours-là et que par ces adjectifs-là. Je trouve que c'est déjà une partie. Quand tu parles, Myriam, ta question, c'est surtout sur les blocages. C'est aussi ça, en fait. Moi, les patients, ils arrivent dans mon cabinet après avoir souvent un parcours. C'est rarement au moment où ils ont un désir de grossesse, et après que leur désir ne se réalisent pas, après plusieurs inséminations, et ils arrivent en disant j'ai vécu plusieurs échecs, mon médecin m'a dit que c'était sûrement dû à un blocage. Alors malgré les progrès extraordinaires et les images qu'on voit qui sont très vertigineuses, on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui, la science elle est quand même pas super en FIV. Il y a encore quand même je pense 30% de succès dans mon parcours de PMA, donc j'ai toujours trouvé que le gap entre 30% de succès et quand ce serait à 100% accusé comme ça, les patients, les couples, enfin en tout cas beaucoup les femmes, sur ça doit être dû à un blocage. Moi, ça m'a très vite, dans mes consultations, interloqué. Il est vrai, comme tu dis Pauline, que ça arrive que les grossesses tardent à venir et qu'il se passe parfois dans l'histoire personnelle, comme tu le dis, des choses qui peuvent expliquer que ce soit plus compliqué pour toi que pour ta voisine, que l'enfant advienne dans ton couple, parfois pas toujours. Et donc, les patientes, je les mets au féminin, mais j'ai quand même beaucoup d'hommes aussi qui ont de la culpabilité. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et moi, j'aime pas ce mot-là, blocage, parce que je trouve que ça vous rend, vous, femmes, dans ces parcours-là, hyper responsables. Ça vous culpabilise beaucoup. Et d'ailleurs, tu as dit aussi autre chose. Tu as dit, oui, après, il fallait juste qu'on l'implante. Et en fait, il te restait plus à toi que l'implantation se passe dans ton utérus. En fait, tu étais plus que la seule responsable. Et moi, je pense que c'est pas des blocages, c'est parfois il y a des nœuds. Je trouve que le nœud, il a quelque chose de plus coulissant, de moins fermé qu'un blocage où j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose, une porte tellement fermée qu'il va falloir des années pour pouvoir l'ouvrir, et que le nœud, on a l'impression que parfois même un double nœud, c'est quand même plus facile à ouvrir, et que oui, il y a parfois des raisons qui expliquent que peut-être que ça met du temps. Pas toujours. Ton explication du traumatisme de ton accouchement, de ta naissance, ma naissance, pouvait repentir, peut-être avoir des réactions sur toi, ta peur d'accoucher. Sans doute, de fait, je pense qu'on n'a pas les réponses, mais en tout cas, ça permet de parler de toi, de ta naissance, de tes craintes et tout ça. Moi, je trouve qu'on ne parle jamais des blocages des garçons. Les hommes, eux, le spermatozoïde, il ne se dit pas « Tiens, moi, je suis hyper bloqué, je n'arriverai pas à rentrer dans cet ovule, je ne suis pas très courageux, en fait, je ne sais pas vraiment ce que j'en... » Je trouve que je n'ai pas très bien compris pourquoi il n'y avait pas ça. Parce que moi, j'en ai des hommes en consultation qui sont pas sûrs que ce soit vraiment la femme avec qui ils ont envie de faire cet enfant, qu'eux, ils ont eu une enfance vraiment terrible et qu'ils n'ont pas très, très envie, en fait, d'avoir un enfant. Donc, je pense que les blocages, ils peuvent être aussi partagés dans l'histoire singulière d'un couple. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que j'avais emmené mon mari justement à voir des thérapeutes avec moi. Justement, on était allé voir un énergéticien. Ouais. Et ça l'avait beaucoup aidé. Il avait aussi parlé de son histoire. Il avait refait un spermogramme quelques semaines après. Et son pourcentage avait triplé. La mobilité de ces spermatozoïdes avait... En tout cas, c'est un joli témoignage que tu racontes. Mais parce en tout cas, je pense que peut-être qu'il y avait plus d'énergie qui circulait. Enfin, en tout cas, il était peut-être plus serein dans le bien-être, dans son état d'esprit, ce qui avait fait que ça se Et par rapport au fait de débloquer ou dénouer, plutôt ce que je dis, je pense que le fait d'aller voir toutes ces thérapies... enfin les psychologues, les psychanalystes, les hypnotiseurs, c'est aussi un moment où on vous reconsidère ce que je te dis par rapport à la technique, où la technique, elle envahit vraiment toute la place, elle prend toute la place. On prend soin de vous à un autre endroit.
C'est-à-dire qu'il y a les médecins qui fécondent, qui font la technique qui est bien sûr essentielle, mais qui ne fait pas tout, et que je pense que c'est pour ça que c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, j'appelle ça la grande team. Il faut la team des biologistes qui sont essentiels, la team des gynécologues, la team des psychologues et les patients. Et que si on collabore tous, on y arrive beaucoup mieux. Par rapport à ce que vous dites, je partage tout à fait votre position, mais le côté scientifique, malheureusement technique, à certains moments, on ne peut pas l'occulter, on est obligé de passer par là. Par contre, dans tous les centres de PMA, il y a toujours un psychologue, parce que nous sommes partenaires. C'est vrai que vous avez une part importante à apporter au couple dans sa sérénité, au moment du transfert, au moment des stimulations qui sont assez éprouvantes avec ce parcours, ces attentes. Mais cette technicité, malheureusement, dans certains cas, on n'a pas le choix, il faut y passer. Enfin, heureusement, finalement, elle permet beaucoup de naissances. Moi, je dis toujours que la science a du bon. Et vous me disiez aussi, quand on préparait la table ronde, que vous vous rendiez compte que vous voyiez beaucoup plus de femmes. Vous aviez l'impression que ça pesait beaucoup plus sur les femmes, finalement, toute cette technique. Je pense que oui. Les hommes, comme vous dites, mais croyez-moi, ils sont aussi concernés, parce que si vous dites à un homme qu'il a une OATS, ou oligo-sténotératospermie sévère, ou une azospermie, donc une absence de spermatozoïdes, croyez-moi, c'est un choc. Parce qu'il y a une confusion entre fertilité, stérilité et virilité. Donc il y a une confusion souvent chez les gens, ce qui est totalement différent, ce sont deux choses totalement différentes. Mais le parcours et la volonté d'avoir une grossesse, d'enfanter, c'est vrai qu'il est beaucoup plus volontaire et supporté par une femme. Le fait d'enfanter, de porter un enfant, c'est l'homme, son parcours au niveau de la PMA est assez court. Il a ses examens en amont, il donne son sperme, c'est une demi-heure, et puis après, il est sorti, il est parti travailler. Je peux voir presque invisible. Il a besoin d'être là presque une seule fois, finalement. Ah non, mais nous, on exige qu'il soit là. Ouais. On exige qu'il vienne au moment des consultations, on exige, mais certains ne viennent pas. Mais je crois que c'est quelque chose qui se fait effectivement à deux. Vous voulez réagir, Pauline ? Oui, moi, pour les transferts, il fallait qu'il soit là à chaque fois. Et je voulais réagir aussi à la virilité, comme vous disiez. C'est vrai qu'on dit spermatozoïde feignant souvent. Et c'est arrivé avec des amis que les hommes entre eux qui se taquinent et qui disent « alors, t'as rien dans le pantalon ?» Ou par exemple, j'ai eu mon premier enfant par FIV et mon deuxième enfant donc naturellement. Et quand j'ai annoncé la grossesse à mon mari, il m'a dit « tu vois que je suis capable ». Et là, je me suis dit « ah oui, quand même ». On n'avait jamais parlé à ce point-là, mais ça pesait énormément sur lui. Je trouve que c'est important de l'ouvrir, même si j'ai envie de vous dire, bien sûr que c'était leur projet de départ, bien sûr ils se sont battus pour ça. Mais si ça ne marche pas, est-ce qu'on peut arrêter ? Alors il y a le premier, arrêter et pas avoir d'enfant. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on ouvre les perspectives à aller vers le don d'ovocytes, le don de spermatozoïdes ? Et toutes ces questions, elles ont le droit d'être posées sans réponse immédiate. Et qu'il y a souvent, je trouve aussi dans les parcours de PMA, encore une fois, ce n'est pas une critique négative envers les équipes, mais on a raté la première FIV, allez, on refait le deuxième. Vous êtes prête pour le deuxième transfert ? On ne sait même pas si on est prête ou pas pour le deuxième transfert, et que ça s'accumule comme ça, finalement, parfois on fait 4-5 FIV en 1 an, 2 ans, 3 ans, comme quelque chose où on n'arrive même plus à s'arrêter. D'ailleurs, je parlerai parfois même de l'addiction au traitement. Moi, j'ai des patientes qui, en fait, elles sont bien que quand elles sont en traitement, quand elles font des pauses. Il y a même quelque chose de dépressif parce qu'elles n'ont plus les équipes avec elles, elles n'ont plus les traitements. Là, je suis en train de confondre un peu tout parce que ça m'évoque beaucoup de choses que tu disais. Mais voilà, parfois, il faut aussi s'arrêter. Parfois, il faut aussi penser qu'on peut être autre chose qu'une SOPK, on peut être autre chose qu'un couple en parcours de PMA, on peut être un couple, on peut être une femme, on peut être autre chose que tout ça. Et je me permets de vraiment le dire parce que moi, c'est vraiment c'est pas un combat parce que je le verrai pas du tout comme ça, mais vraiment un possible que j'aimerais qu'on ouvre pour tous ces couples et ces patients, même aux couples homosexuels, aux femmes célibataires, tout ça, qu'il n'y a pas que ça, même si j'entends que c'est terrible et c'est une déchirure, il n'y a pas que ça. Et vous au pluriel, vous n'êtes pas que ça, et qu'il y a d'autres choses à faire pour sublimer un peu tout ça. Et pour rebondir, je suis désolée, mais je suis comme en situation analytique, ça m'évoque, et je fais plein d'associations. Ce que tu disais, où tout d'un coup, la grossesse, après, elle est arrivée comme ça. Alors ça aussi, j'ai plein de patientes qui disent, vous voyez bien, c'est un blocage, la grossesse après est arrivée. Mais c'est là où je dis que c'est le nœud. C'est peut-être que tu as eu, alors là j'interprète de façon très sauvage, peut-être que tu as eu ton petit passeport de maternité. Tu vois, pour toi, tu as vu que tu étais capable, tu as vu que tu pouvais être maman, et qu'il y a quelque chose peut-être qui s'est libéré en toi
voilà, je te donne la carte d'accès au monde des mamans et maintenant ça va être plus simple. C'est une petite interprétation, je ne dis pas que c'est la seule et que c'est la bonne. Mais parfois on a besoin de ça. Et c'est courant d'ailleurs, c'est assez courant. J'imagine que vous en voyez dans votre cabinet pas mal. Moi je ne trouve pas que ce soit... c'est ce qui est... Non, je pense qu'il n'y a pas des nœuds qui se dénouent si facilement, mais c'est vrai que parfois quand on arrive à comprendre ce qui a pu se passer pour que ce soit plus... peut-être compliqué, la position dans la fratrie, la difficulté à l'accouchement, il y a plein de choses qui peuvent évoquer ça. Effectivement, il y a une libération qui se passe pour que ce soit qu'impossible advienne. Pas toujours. Mais voilà, on entend souvent des histoires de gens qui ont galéré pour le premier et pas du tout pour le deuxième. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites aussi, c'est et qui est revenu souvent dans les choses que j'ai pu lire ou les gens que j'ai pu rencontrer, c'est qu'aussi on a une époque où la médecine, on croit beaucoup en la médecine, et d'ailleurs je suis la première à y croire beaucoup, mais parfois on a du mal à accepter que la médecine ne peut pas tout. Et j'imagine que ça fait partie du parcours aussi d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Non, je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez. Arrêter, en général, ce sont les couples qui nous poussent à continuer. Les centres d'AMP... Non, attendez, je vais vous dire. Je vous présenterai des gynécologues qui poussent pour une dernière petite fille active. Non, je vais vous dire. Aujourd'hui, tous les centres, je parle de la France, sont contrôlés. Nos résultats sont publiés. Et personne ne veut maintenir des couples en sachant très bien que les chances de grossesse sont faibles. Parce que vous vous trouvez après en bas du classement et vous êtes jugé par toute la communauté scientifique. Donc personne. Vous avez même des centres... On peut parler des centres privés. Mais privés, mais nous sommes à la même enseigne, privé ou public. Je vais vous dire, il y a des centres qui font l'inverse, qui sélectionnent le nombre de patients et la qualité, on va dire, biologique des patients à l'entrée. C'est-à-dire que si vous arrivez avec des taux, je vous parlais de certaines hormones, AMH, ça va rien peut-être vous dire, ou certaines, et un certain âge, on ne vous prend pas. On vous récuse. Donc, on les prend généralement une fois, mais croyez-moi que si les ovocytes sont de mauvaise qualité, les embryons sont en très petite quantité, fragmentés, la qualité, parce qu'il y a X paramètres dans la grossesse, on a parcouru là comme ça, il y a l'endomètre, il y a bien sûr l'état général. Si tous ces paramètres sont au rouge, croyez-moi, nous sommes les premiers à récuser les patients. Et les patients nous disent, j'ai droit à 4 tentatives, j'ai payé ma sécu pour 4 tentatives, je ne veux pas arrêter. Et vous avez obtenu un embryon, alors on leur explique, c'est un embryon, mais c'est un embryon qui malheureusement ne va pas aller très loin. Mais c'est nous qui les arrêtons. Je ne sais pas, Guy Cassuto, ce que vous pensez de l'information, en tout cas. Alors là, vous touchez le point capital. Le seul message, je veux dire, où l'information doit passer, c'est l'âge. Parce que là, on peut avoir des techniques qui évoluent, qui sont de plus en plus performantes, de plus en plus pointues, mais le facteur âge nous arrête à tout. Et le message qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, notre société vit différemment. Les couples se marient beaucoup plus tardivement. Souvent, il y a dans les grandes villes des couples recomposés. La situation n'est plus la même. Donc, une femme, il faut savoir qu'elle est au pic de sa fertilité inférieure à 35 ans. À partir de 35 ans, il y a une diminution de la fertilité qui décroît. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas à 100% dans ce cadre. Il y a mais statistiquement, la majorité, après 35 ans, il y a une diminution de la fertilité jusqu'à 38. Et là, la courbe descend d'une façon beaucoup plus, on va dire, directe. Et 40, 41, 42. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne prend plus de patients en PMA après 42 ans, parce que les chances de grossesse... Qu'est-ce que vous recommandez dans ce cas-là? Ça, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Des femmes qui arrivent, on arrive très vite à 35 ans, on est tellement jeune à 35 ans. On essaye 1 ou 2 tentatives, et c'est pour ça que je vous dis, si on a des résultats... Parce que, si on n'a pas de projet, si on n'a pas de projet d'enfant à 35 ans... C'est pour ça que je pense qu'il faut effectivement congeler ces ovocytes. Donc ça, je suis désolé, mais... ou peut-être ce que j'ouvrais quand même comme possible, et encore une fois, je sais à quel point quand on a envie d'un enfant, voilà, ça nous tient aux tripes et ça fait partie de la vie, mais ou peut-être se dire que alors le temps passe et ce sera peut-être sans enfant. Ah mais ça, c'est un choix. Non mais je dis juste que parfois juste l'avoir là en fait. Et non, c'est pas qu'un choix personnel. Je pense aussi que c'est une question de représentation, et ça aussi, moi, je suis assez engagée sur cette question-là, que les femmes, surtout en France, puisqu'on on a le taux record de natalité en Europe et on ne cesse de le répéter à quel point les Françaises font bien leur boulot de faire des enfants. On ne dit jamais qu'on peut aussi ne pas avoir d'enfants, être une femme sans être une mère. Bon, ça, un autre
autre débat. Mais je pense que ça fait aussi partie du... C'est un autre débat. Oui, mais ça pourrait libérer les femmes d'une forme de pression. En fait, je dis ça parce que quand vous dites, bon, bah, à 35 ans, effectivement, si elles n'ont pas de projet d'enfant congelé, c'est-à-dire congelé ou en tout cas, ou savoir que ça risque de ne pas être possible. C'est juste... C'est là où vous intervenez. C'est là où j'interviens parce que la médecine ne peut plus. Moi, je ne veux pas réparer les vivants. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est un travail collectif. Je crois que le message, c'est que si vraiment il y a un désir d'avoir un enfant, une femme doit prévoir aujourd'hui, puisqu'on ne savait pas le faire il y a quelque temps. Il y a quelques années, on ne savait pas congeler des ovocytes, parce que la technique que l'on avait était une congélation lente. Aujourd'hui, on a la vitrification, et c'est ce progrès énorme qui nous permet de vitrifier les ovocytes. Il y a 10 ans, on ne savait pas le faire. On avait des taux de récupération médiocres. Aujourd'hui, un ovocyte vitrifié est récupéré comme s'il était frais. Donc, s'il y a possibilité de congeler, alors après, on rentre sur un débat oui, voilà, c'est sécurité pas le lieu, et de toute façon, après, on va... Mais sinon, je pense que c'est la solution aujourd'hui de dévier, de détourner ce problème naturel. Il faut savoir que pour les hommes, c'est pour ça la spermatogénèse, c'est 3 mois. Et les spermatozoïdes qui sont éjaculés J0, ils ont commencé à être fabriqués J-72, donc c'est 3 mois à peu près. Et les cycles se répètent comme ça. C'est pour ça qu'un sperme chez un patient, un homme de 50 ans, peut être encore performant. Alors justement, dans les invités, donc 3 invités aujourd'hui, Audrey Kermalvezen, donc qui est avocate spécialisée en droit de la bioéthique et qui n'a appris d'ailleurs que 6 ans après avoir eu ce diplôme qu'elle était elle-même conçue par PMA avec l'aide d'un tiers donneur. Et depuis, elle milite pour que les personnes issues de dons aient accès à l'identité du donneur. Madame la députée Laurence Van Sonnebrock, qui est députée de la 2e circonscription de l'Allier, membre du groupe La République En Marche, et qui s'est rapidement positionnée parmi les députés les plus mobilisés sur les questions LGBTQI+. Elle nous redira un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas forcément, surtout les dernières lettres. Et durant les débats sur le projet de la loi bioéthique, vous avez présenté des amendements qui visaient à aller plus loin dans le texte, notamment sur les enfants intersexes, sur les trans ou sur la filiation pour les enfants nés de PMA avant la promulgation de la loi bioéthique, et on reviendra sur ces points-là. Et le docteur Benamar, qui est pharmacien, biologiste médical, spécialisé en biologie de la reproduction et praticienne au centre d'AMP de l'hôpital Foch à Suresnes. Merci à vous d'être là. Du coup, je pense qu'on peut peut-être commencer par vous laisser la parole pour vous présenter, peut-être pour dire aussi à quel titre vous êtes là aujourd'hui, en quoi vous êtes particulièrement concerné par ce débat, parce que du coup, vous voyez, on est là plutôt sur la loi de la bioéthique, sur où on en est, où on va aller, ses impacts, ses enjeux et les choses qu'on en attend encore, car le processus n'est pas encore terminé. Du coup, peut-être je vais laisser la parole à Audrey en premier. Ah, et alors un micro pour Audrey. Bonjour à tous. Moi, je suis avocate de formation. J'ai choisi de me spécialiser en bioéthique à l'âge de 23 ans. Et 6 ans plus tard, mes parents m'ont dit, au fait, toi aussi, tu as été conçu avec un donneur anonyme. Ton frère également. Et puis, donc très vite, je me suis rapprochée du centre où j'ai été conçue. J'ai voulu savoir au moins si mon frère et moi, nous avions été conçus avec le même donneur. Et on m'a dit, mais madame, on ne peut pas vous répondre, c'est anonyme. Je dis, mais qu'est-ce que ça change à l'anonymat du donneur ? Eh bien, on ne peut pas vous répondre car l'anonymat couvre tout type d'informations, y compris les données non identifiantes. Et donc j'ai engagé ensuite tout un recours en justice pour obtenir des informations sur mon géniteur et pour qu'il soit contacté et qu'on lui pose la question de savoir s'il accepterait ou non que son identité me soit dévoilée. J'ai perdu absolument tous mes recours, donc je n'avais pas le droit de savoir si mon frère et moi, nous étions issus du même donneur. Ensuite, j'ai rencontré Arthur, qui a été conçu aussi avec un donneur anonyme. On s'est rencontrés dans une association, et lui, il a toujours su qu'il était issu d'un donneur. Lorsqu'on a voulu se marier, on a voulu savoir si on était issus du même donneur. On n'a pas eu le droit de savoir si on était issus du même donneur avant de se marier. Et donc aujourd'hui, j'ai un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme que j'ai engagé en 2016. L'issue de ce recours sera
dépendra très fortement de ce qui va être voté dans le cadre de la future loi de bioéthique. Donc on compte sur vous, Madame la députée, mais je sais que vous êtes très engagée. Et par ailleurs, donc c'est une première dans les 47 États du Conseil de l'Europe. Ça risque de faire jurisprudence que c'est la première fois que la question de l'accès aux origines des personnes issues d'une PMA avec donneur est posée à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a déjà des précédents en matière d'accouchement sous X et en matière de filiation issue d'une relation extra-conjugale. Et la Cour européenne a toujours dit que le droit de connaître ses origines était un droit fondamental, d'intérêt vital, et que l'enfant devait pouvoir accéder à l'identité de ses géniteurs. Et donc, avec mon mari, on a fondé une association qui s'appelle l'association Origine, au pluriel, et qui accompagne toutes les personnes, que ce soit des donneurs, des personnes issues de PMA ou des personnes aussi nées sous X, qui recherchent leurs origines, et on milite également pour faire modifier la loi, mais ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bonsoir à tous. La question, c'est pourquoi je suis là, c'est ça? Oui, c'est ça. À quel titre vous êtes là, votre légitimité? Moi, je travaille dans un centre d'AMP depuis 12 ans maintenant. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs centres de la région parisienne. Ce qui m'intéressait un petit peu ce soir, ce serait d'avoir un petit peu... c'était l'idée d'avoir un échange réciproque. C'est-à-dire que je suis là pour répondre à des questions, pour apporter un peu ma petite expérience professionnelle. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est... Pour nous, c'est toujours l'occasion de nous remettre en question et de revoir un petit peu nos positions. C'est-à-dire qu'on a affaire à des couples infertiles au quotidien. Chaque jour, ils nous apprennent des choses. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 12 ans d'AMP, j'ai dû changer régulièrement d'opinion sur pas mal de sujets. Et ça, c'est très intéressant. Donc en fait, là, c'est peut-être un petit peu moins biaisé parce qu'on est on est en plein centre de Paris. Je ne connais pas vos histoires, pourquoi vous êtes là. Mais l'idée d'avoir un débat, un échange, pour moi, c'est un bénéfice qui peut être réciproque, et pour vous et pour nous. Donc voilà, j'espère pouvoir répondre à vos questions ensuite. Merci. Et Madame la députée, du coup, peut-être, oui. Donc voilà, donc je suis Laurence Vincenebrock, donc députée LaREM, mais ça c'est anecdotique. Mais je suis surtout aussi maman donc de 2 enfants, enfin de 2 filles nées par PMA. Donc voilà, je comptais apporter un petit peu mon témoignage et puis qu'on s'exprime éventuellement sur la bioéthique et notamment donc la raison pour laquelle nous sommes là, donc les enjeux de la PMA et puis ce qui a été modifié par le Sénat. Est-ce qu'on va donc peut-être remodifier donc quand le texte reviendra donc à l'Assemblée, certainement courant du printemps, avril ou mai. Voilà. Du coup, on peut peut-être commencer avec vous pour que vous nous donniez justement un petit peu plus de détails donc, de là où on en est de cette loi, peut-être aussi de ce que le Sénat a changé par rapport à ce que l'Assemblée nationale avait voté et de, selon vous aussi, comment est-ce que, quand ça va revenir en seconde lecture à l'Assemblée nationale, ce qui va pouvoir rechanger à nouveau. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point là-dessus ? Oui, alors en fait, tout à l'heure, quand Mme Lardy disait que le fait que les sénateurs aient changé certains articles, ça nous servirait, parce que oui, effectivement, en fait, en deuxième lecture, on ne peut retravailler que les articles, présenter des amendements pour ces articles, justement s'ils ont été modifiés. Et comme moi j'aime bien aller pousser un peu les limites de ce qu'on peut faire, voilà, je me suis dit que là ce serait justement l'occasion de représenter certains amendements qui n'ont pas eu la faveur des votes au moment des discussions en première lecture. Je pense notamment par exemple à certains amendements qu'on avait proposés pour les trans, mais je pense que j'y reviendrai un peu plus tard. Mais en l'occurrence là, ce qui a changé par exemple et sur lesquels on va forcément revenir en l'occurrence, c'est le remboursement de la sécurité sociale, de la PMA par la sécurité sociale, qui reste quand même un élément important de la solidarité nationale. Alors je pense que c'est nécessaire, même si les avis sont variés sur le sujet. Je ne vois pas pourquoi en fait on interdirait aux femmes ou aux femmes célibataires, aux couples de femmes ou aux femmes célibataires de ne pas profiter de ce remboursement, dans la mesure où nous cotisons nous aussi à la sécurité sociale, où nous participons nous aussi à l'effort national. Il y a déjà une question, alors ça me fait un peu peur. Au niveau, par exemple, selon la technique de prise en charge, ce qui est remboursé par la sécurité sociale, une fécondation in vitro par ICSI,
coûte en moyenne 1 500 €. Je dis plus ou moins 1 500 €, sans compter les traitements de stimulation. Là, c'est la partie remboursée, sachant que récemment, les prix ont été revus à la baisse par décret, parce que voilà, ils essaient de limiter les dépenses de santé publique. Une fécondation in vitro, c'est un petit peu moins, je crois que c'est aux alentours de 1 200 €. Vous avez raison de poser cette question, parce qu'on se rend compte finalement qu'on ne connaît pas très bien les prix dans les centres où on est pris en charge, et ça c'est peut-être un problème pour toute la prise en charge en France médicale, enfin la prise en charge médicale en France de façon générale. J'ai travaillé dans un centre où on avait décidé à juste titre d'afficher les tarifs justement en salle d'attente, juste pour que les gens soient conscients du prix que ça coûte. J'ai toujours travaillé dans des hôpitaux soit publics, soit à but non lucratif, donc voilà, il n'y avait pas de dépassement. Ça peut être beaucoup plus cher dans le privé. Voilà, donc ça, c'est les tarifs basse sécu. Donc voilà, ça peut aider aussi les gens à être responsabilisés, à savoir ce qui coûte à la société, ce qui n'est pas négligeable, sachant que les tarifs à l'étranger, enfin aux États-Unis par exemple, vous faites une fécondation in vitro, ça peut être rapidement 10-20 000 $, ce qui n'a rien à voir avec les tarifs qui sont appliqués en France. Oui, et une insémination, on est plutôt autour de 700-800 €. Et il faut rappeler que notamment les couples de lesbiennes n'ont pas forcément de problème de fertilité, ce qui fait que ça peut fonctionner très vite et donc ne pas coûter très cher. On n'est pas dans le même prix qu'aujourd'hui un couple hétérosexuel qui fait une démarche de PMA parce qu'il y a un problème de fertilité et où ça peut durer longtemps, c'est ce que Pauline nous expliquait. Là, on a, alors pour les mamans en solo, on va être... il y a plus de problèmes de fertilité, très clairement, puisque comme on s'y prend tard et qu'en général, c'est un peu une situation, enfin une décision de dernier recours, là, il y a des problèmes de fertilité. Mais pour les couples de lesbiennes, on peut espérer que ça marche aussi assez vite et que donc ce ne soit pas si coûteux que ça. Enfin, en l'occurrence, ça ne marche pas toujours forcément très vite. Enfin, justement, j'en suis aussi un exemple. Alors, en ce qui me concerne, bon, ça a fonctionné relativement vite, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais avec ma dernière compagne, en fait, ça a quand même duré 6 ans, le parcours de PMA. Donc avec des trajets en Belgique. Alors quand on habite à la frontière lilloise, comme c'était le cas quand moi je suis tombée enceinte, c'était relativement simple. Mais quand vous habitez l'Auvergne, tout se complique. Tout devient très, très, très compliqué. Mais ça, je vous l'avais très bien expliqué, Mme Cousseran. Et même si c'est pas votre cas, mais voilà, le parcours, ne serait-ce qu'un parcours pour un couple hétérosexuel, c'est déjà très lourd. Mais quand on y ajoute le regard de la société, parce qu'on est un couple homosexuel, et ensuite tous les chemins de traverse qu'on doit prendre en fait, voilà, pour accéder à la maternité, oui, c'est très compliqué. D'autant qu'on s'est rendu compte que ma compagne était vraiment stérile, puisqu'elle a un problème de nidification. Donc, d'ailleurs, on est passé par les services de Monsieur Cassuto au Bleuet, donc. Pour se rendre compte que finalement il y avait un problème de fertilité réel, ce qui d'ailleurs nous a amené à l'adoption à l'international. Parce que quand on a ce désir chevillé au corps de devenir parent, enfin maman, en ce qui nous concerne, voilà, on ne pouvait pas imaginer abandonner le projet, et donc on est vraiment allé jusqu'au bout, et donc on est revenu avec 2 Brésiliens il n'y a pas très longtemps. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être reprendre quand même, parce que je pense que peut-être certains ne savent pas bien, même ce qui avait été décidé à l'Assemblée nationale, reprendre un petit peu peut-être les 4 grands articles de la loi et redire chacune en fait des décisions qui ont été faites et justement ce qui a été invalidé par le Sénat ? Alors invalidé. Alors le premier article concerne justement l'ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes, alors qu'elles soient en couple ou célibataires. Donc là, on a de la chance. Le Sénat a voté dans le même sens que l'Assemblée nationale. Ensuite, donc il y a eu, enfin je les donne dans le désordre, hein, mais pardon ? Oui, l'autoconservation. Oui. Voilà. Donc là, par contre, à une voix près, ça a été invalidé donc au Sénat. Donc on va y retravailler quand le texte reviendra chez nous. Il y a eu donc le droit à l'accès aux origines, donc voilà, dont on discute régulièrement avec la famille Carmal-Vézen. J'ai famille parce que on se connaît tous, voilà. Et puis la filiation. Alors la filiation, ça c'est un gros morceau. Et parce que, enfin d'ailleurs le Sénat a un petit bruit fort sympathique. On va se dépêcher du coup. Oui, donc la filiation, parce que, enfin, c'est vraiment un problème en fait. Il y a eu d'énormes discussions en fait justement autour de cette filiation.
alors qui mettait à un moment à mal toutes les familles, ou en tout cas beaucoup d'enfants, puisque finalement ça stigmatisait les femmes lesbiennes qui pourtant ne peuvent pas... Enfin, c'est difficile quand on est lesbienne de laisser supposer à son enfant qu'il est naturel pour les deux parents. Et à l'inverse, c'était cacher la vérité finalement, enfin continuer à utiliser un petit peu le mensonge institutionnel, voilà, des couples entre guillemets, enfin pas vraiment entre guillemets, mais des couples hétérosexuels qui finalement ne voulaient pas annoncer forcément que leurs enfants donc étaient issus d'un don. Et puis il y a un autre sujet dans la filiation qui est vraiment très très important, c'est toutes ces familles en fait que le gouvernement, alors dans un premier temps Hollande en 2013 a laissé de côté en fait, c'est-à-dire toutes ces femmes qui se sont séparées, qui ont eu des enfants mais qui se sont séparées avant la loi du mariage pour tous. Et je regrette que le gouvernement actuel ne soit pas allé plus loin comme on le voulait et comme on a présenté les amendements en ce sens, pour permettre donc à ces familles créées avant la loi du mariage pour tous de pouvoir attribuer une filiation complète à leurs enfants. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de familles en France dont les enfants ne sont pas reconnus comme étant les enfants de leurs deux parents. Alors c'est problématique, hein, on imagine bien quand on veut partir à l'étranger de demander à une ex-compagne si elle veut bien rédiger le document ad hoc pour sortir du territoire, ou même encore plus dramatique quand une mère qui a porté son enfant ne veut donc pas reconnaître la deuxième maternité, on va dire, et qui parfois n'est pas dérangée en fait par l'idée de se remarier même parfois avec un homme et puis de faire adopter l'enfant du projet de la mère d'intention, donc par le nouveau père, on va dire. Donc voilà, enfin il y a plein de situations vraiment très dramatiques pour beaucoup de familles homoparentales, et ça c'est vraiment regrettable. Alors j'espère, enfin du coup je sais très bien qu'on va donc avec mes collègues, enfin en tout cas un peu tout petit noyau de mes collègues, retravailler les sujets et donc représenter des amendements qui, je l'espère, donc cette fois-ci vont nous permettre d'avancer. Alors voilà, enfin nous on a quelques pistes, notamment la possession d'État. Enfin c'est quelque chose, c'est un peu particulier comme dispositif où les législateurs que nous sommes ont le droit aussi d'être un peu inventifs. Alors moi j'avais pensé, d'ailleurs je l'ai présenté en amendement, ça a été refusé, mais du coup je vais remettre mon travail en jeu là, et donc représenter ce que moi j'appelle en fait la filiation tardive, c'est-à-dire qu'il serait tout à fait possible devant un notaire quand la loi serait acceptée, bien sûr, donc de déclarer que Madame X est donc effectivement, qu'on est effectivement la mère d'intention de cet enfant, et que le notaire est en charge donc de prévenir la mère qui a porté l'enfant en lui disant « Madame X, elle s'est présentée et elle affirme être la mère d'intention de votre enfant, est-ce vrai ou pas ?» Ça, c'est dans les cas où ça se passe bien. Dans les cas où ça se passe pas bien, en fait, la démarche serait globalement la même, si ce n'est qu'il y a malheureusement de fortes chances que la mère qui a porté l'enfant dise non, c'est pas du tout, elle ne faisait pas du tout partie du projet parental concernant mon enfant. Et donc en fait là, on retomberait dans des procédures pénales et on se retrouverait donc à devoir discuter et apporter des preuves de la parentalité liée à l'enfant. Par ailleurs, il n'y a toujours pas de possibilité de transmettre aux futurs parents dès la conception. Nous, on aimerait que les futurs parents, au moment de la grossesse, par exemple, sachent un peu les antécédents médicaux du donneur, parce que ça peut être utile dès la période de la maternité. Et puis, ça peut rassurer, en fait, d'avoir quelques éléments d'information sur le donneur, que ce ne soit pas juste un gros point d'interrogation ou un gros spermatozoïde, mais qu'on ait quelques éléments pour en parler à son enfant. Donc nous, on voulait qu'il y ait un minimum d'informations qui soient transmises une fois que la conception était faite. En revanche, le point positif au Sénat, c'est que le projet de loi du gouvernement ne prévoyait rien pour les 100 000 personnes déjà issues d'une PMA avec donneur, et donc ne prévoyait pas, par exemple pour les gens comme moi, de réinterroger les donneurs, enfin d'interroger les donneurs, parce qu'en fait ils ne l'ont jamais été, puisque l'anonymat d'ordre public, c'est-à-dire qui s'impose à eux, il a été inscrit dans la loi en 1994. Personnellement, j'avais 14 ans, donc on ne peut pas dire qu'il est adhéré à ce système-là. Et puis, aujourd'hui, je suis adulte. Peut-être qu'à l'époque, effectivement, si on lui avait posé la question, mais aujourd'hui, on pourrait lui poser la question et lui demander, et en respectant sa décision. Ça, le Sénat l'a prévu. Donc, il a prévu que pour les personnes déjà là, on puisse interroger les donneurs pour savoir s'ils accepteraient que leur identité soit dévoilée.
et sachant qu'il a évidemment un droit de veto. Nous, c'est précisément ce qu'on demande depuis des années pour les dons déjà effectués. En revanche, pour le futur, le projet de loi prévoyait quelque chose de très bien à notre sens, c'est-à-dire que vous êtes donneur, eh bien, vous vous engagez volontairement dans cette démarche de don, mais vous allez jusqu'au bout de la démarche. Et donc, si vous êtes donneur, vous vous engagez à ce que votre identité puisse être dévoilée à l'enfant, si celui-ci en éprouve le besoin et s'il en fait la demande à partir de ses 18 ans. Là, le Sénat a prévu le même système que pour les dons passés, c'est-à-dire que le donneur, au moment où l'enfant fera la demande à partir de ses 18 ans, aura un droit de veto. Donc, ce qui était autorisé pour l'instant en France, c'était le diagnostic préimplantatoire pour essayer de diagnostiquer certaines maladies d'une particulière gravité, comme le dit la loi, et qui sont au moment de leur diagnostic connues comme étant incurables. Donc, pour essayer de schématiser un petit peu les choses, de les simplifier, ce qui est fait actuellement, donc, comme la plupart d'entre vous le savent, l'être humain, classiquement, dans la majorité des cas, il a 46 chromosomes. Hein. Il y a 23 chromosomes qu'on hérite de notre père, 23 chromosomes qu'on hérite de notre mère biologique. Le tout, ça fait 46 chromosomes. Ces chromosomes, chaque chromosome contient une multitude de gènes qui expriment, qui aident au fonctionnement de notre organisme. Il arrive parfois que dans un couple, on soit transmetteur d'une maladie héréditaire. Donc, il y a une mutation dans l'un de ces gènes. Et donc, on peut avoir un fort risque de la transmettre à la descendance. Dans ces cas-là, le couple peut bénéficier d'une fécondation in vitro, où là, on va obtenir des embryons, dans le meilleur des cas, au laboratoire de FIV, et on va essayer de rechercher cette mutation sur ces embryons pour voir s'ils sont atteints ou pas de cette maladie, et écarter donc les embryons qui sont atteints de cette maladie. Il y a d'autres cas d'anomalies chromosomiques, mais bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Concernant le diagnostic préimplantatoire d'aneuploïdie, donc celui qui est débattu actuellement, c'est un test qui permet d'améliorer les chances de succès après une fécondation in vitro, en évitant parfois les échecs de grossesse, qu'il n'y ait pas de grossesse, ou certaines fausses couches, ou dans certains cas dramatiques, il peut même éviter de recourir à une IMG, c'est-à-dire une interruption médicale de grossesse. Dans le diagnostic préimplantatoire d'aneuploïdie, là, ce qu'on va faire, on ne va pas rechercher une maladie, c'est on va vérifier que ce nombre de chromosomes est correct sur le bébé. C'est-à-dire, on a 46 chromosomes dans chaque cellule, il y a un seul endroit de notre corps où ce nombre va être divisé en deux, c'est quand la femme fabrique des ovocytes, qui ne contiennent normalement que 23 chromosomes, et les spermatozoïdes chez l'homme, qui ne sont censés contenir que 23 chromosomes, dans le meilleur des cas. L'aneuploïdie, c'est quand ce nombre n'est pas physiologique, n'est pas normal, n'est pas 23 pour un spermatozoïde ou un ovocyte. On sait que ce taux d'aneuploïdie augmente avec l'âge. Comme l'a dit tout à l'heure M. Cassuto, chez la femme, à près de 40 ans, il peut être parfois de l'ordre de 80% de ses ovocytes. Donc là, le risque quand on fait un embryon, quand il y a une fécondation, c'est que l'embryon ne contienne pas le bon nombre de chromosomes. Quand ça arrive dans une grossesse spontanée, un couple qui fait l'amour, il y a une grossesse, l'embryon, il peut ne pas être viable à cause de ça, il est évacué pendant les règles, la femme ne sait même pas qu'elle a eu un début de grossesse, il peut donner une fausse couche, ou il peut donner parfois des grossesses avec malformation. Quand on fait une fécondation in vitro et qu'on se retrouve avec plusieurs embryons qui ont bien évolué d'un point de vue morphologique tout du moins, et qui sont disponibles pour le couple, actuellement en France, on travaille à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on va les transférer un à un ou deux par deux, et on va attendre le résultat. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on transfère. Si les embryons qu'on transfère ont bien 46 chromosomes, s'ils en ont un petit peu plus, un petit peu moins. Donc le but de ces tests, ce n'est pas de voir ou de faire de l'eugénisme comme certains pourraient le dire, ce serait d'arriver plus rapidement à des bonnes chances de grossesse. Pourquoi ? Parce que quand on va transférer un embryon qui n'a pas le bon nombre de chromosomes, encore une fois, soit il ne va pas donner du tout de grossesse, soit il va donner une fausse couche, donc ça pourrait éviter aussi au couple de vivre des fausses couches qui peuvent être aussi pénibles à encaisser. Soit dans certains cas, et c'est là où certaines associations le dénoncent, c'est que ça peut, dans certains cas, donner des embryons, des fœtus qui sont viables, soit qui peuvent donner une grossesse évolutive, mais cette grossesse est vouée à s'arrêter. L'enfant ne peut pas évoluer au-delà d'un certain nombre de semaines de grossesse. Soit dans certains cas, ça peut donner des anomalies chromosomiques viables, telles que la trisomie 21, effectivement. Donc le but de ces tests, c'est vraiment de le faire comme c'est autorisé dans d'autres pays. C'est juste de laisser le choix au couple, en fait, de décider. Pour ceux qui peuvent accuser cette technique d'eugénisme,
pour relativiser un petit peu les choses et les remettre dans leur contexte, est-ce que c'est moins grave quand même de transférer des embryons où on aurait pu détecter en amont leur anomalie et les transférer quand même et arriver à faire une interruption médicale de grossesse, ou est-ce que c'est mieux dès le départ de prévenir et d'éviter peut-être leur transfert? Ça, je ne sais pas, chacun a son opinion là-dessus, mais voilà. Donc, parce qu'en plus, le test de la trisomie 21 est fait quasiment pour tout le monde, en fait. Mais du coup, une fois que... Le paradoxe vient de là, c'est qu'effectivement, le test de trisomie 21 est systématiquement proposé après l'échographie du premier trimestre. Là aussi, c'est une question de choix. Il y a des patientes qui choisissent de ne pas faire ce test pendant leur grossesse, qui se disent de toute façon, moi, je m'en fiche, mon enfant, je veux le garder à tout prix. C'est leur choix et on le respecte. Il peut en être de même pour le diagnostic préimplantatoire d'aneuploïdie, c'est-à-dire le couple n'est pas obligé de passer ce test, il peut lui-même choisir de dire qu'il transfère ses embryons et qu'il ne veut pas savoir s'il y a une potentielle anomalie viable. C'est vrai que ça fait écho avec le témoignage tout à l'heure de Pauline qui nous expliquait la difficulté du parcours, et quand on sait qu'en fait on pourrait savoir à l'avance que par exemple sur les 5 embryons que vous avez, il n'y en a que 1 qui peut tenir, et que les autres, c'est sûr, ne pourront pas tenir, ça vaut le coup de mettre celui-là plutôt que d'attendre 4 échecs, voire une fausse couche et toute la difficulté de ce parcours-là, quoi. Donc c'est pour ça que les associations, en tout cas pour la PMA pour toutes, se battent beaucoup pour qu'on accepte ça, et surtout que c'est fait dans les autres pays, et c'est là où aussi on en arrive à ce que certaines personnes aillent à l'étranger pour avoir du coup une implantation, mais avec ce DPIA. Et surtout que le docteur Benamar pourrait nous le dire, mais ça coûte finalement beaucoup plus cher. Enfin, cette multiplicité d'interventions que finalement les tests a priori. Exactement. C'est vrai que si ce test venait à être appliqué, il faudra faire effectivement une réelle étude économique pour voir dans quelle mesure il pourrait même nous économiser des dépenses de santé publique, parce que ça éviterait à certains couples de refaire des tentatives infructueuses. En revanche, je ne voudrais pas juste qu'on idéalise ce test. Il a bien sûr ses limites. Il faut d'abord le valider, il faut le tester. Les choses ne sont pas aussi simples. Il a beaucoup de limites, notamment, on parlait tout à l'heure de l'âge. Pour faire ces tests-là, il faut déjà avoir un certain nombre d'embryons qui ont bien évolué. Les couples chez qui on ne va pas réussir à obtenir un nombre suffisant d'embryons, ou les embryons n'évoluent pas, bien sûr, on ne peut pas faire le test. Donc tout n'est pas rose avec ce test-là, mais effectivement, entre ça ou refaire des multiples tentatives avec des fausses couches, des échecs, on a du mal quand même à comprendre la logique parfois. Je voulais du coup ensuite aborder deux du coup on va dire publics moins connus, qui sont les mamans solo et les trans. Alors normalement il y avait une maman solo qui était là mais qui n'est pas là. Du coup je vais me permettre, malgré mon rôle de modératrice, si vous le voulez bien, d'intervenir pour rapidement vous présenter le profil en fait. Qu'est-ce que la maternité solo ? D'abord, le pourquoi de la maternité solo, très clairement, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est que c'est aussi un reflet de l'évolution de la société. On se rend compte que beaucoup de femmes en fait se retrouvent seules à un âge avancé et du coup doivent faire face à cette horloge biologique et prendre une décision de faire un enfant seul ou de risquer de passer à côté de la maternité, qui est parfois quelque chose qui est présent depuis très très longtemps. On se retrouve aussi avec beaucoup de cas dans nos adhérents de femmes qui étaient dans un parcours de PMA à 2 et avec la difficulté de ce parcours, parfois il y a le couple en fait qui est cassé et du coup la femme se retrouve après parfois des années. Une de nos adhérentes s'est même retrouvée, son mari l'a quittée le jour du transfert prévu de l'embryon, et donc là vous vous retrouvez très près de ça après des années de parcours, et du coup c'est là aussi où elle a commencé cette réflexion en disant mais est-ce que je ne vais pas décorréler ma vie de couple avec ma maternité. D'autres cas assez fréquents qu'on rencontre, ce sont des personnes qui se connaissent une infertilité pathologique assez jeune, à 25 ou 30 ans, et qui du coup ça rend très difficile aussi la rencontre d'un homme, puisque quand on sait ça, on sait qu'on est dans une urgence et du coup ça rend très difficile les rencontres. En tout cas, ce qui est un trait commun de toutes les mamans solo, c'est qu'on est toujours face à des personnes qui ont un projet longuement et mûrement réfléchi. C'est jamais, parfois on nous parle d'un caprice, ce n'est jamais ça. En général, les femmes nous parlent d'un parcours de 2 ans, de lecture, de rencontres, de psychologues. On sait beaucoup sont allés voir des psychologues, ça a été mon cas, pour se dire est-ce que je le fais parce que j'ai ce diktat de la société, il faut être maman pour être épanouie, ou est-ce que je le fais parce que c'est quelque chose qui est profond en moi. Ça, je voulais m'en assurer, et j'ai fait un parcours avec une psychologue. Donc vraiment, on est toujours dans quelque chose de très construit.
Ensuite, ce qui est intéressant, je vais évoquer rapidement, c'est ce qu'une maternité solo n'est pas. Parce que pour ceux qui ont écouté les travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, je pense qu'on a beaucoup parlé des mamans solo et on a très mal parlé des mamans solo. Surtout, certains vraiment faisaient preuve d'une grande méconnaissance de qui nous sommes. Ce qui ressort le plus souvent, c'est la maternité solo. On ne va pas créer des familles vulnérables. En fait, c'est parce qu'on est aujourd'hui, on a cette connaissance, la connaissance qu'on a des familles monoparentales, ce sont des familles monoparentales qui ont vécu une monoparentalité en fait subie, c'est-à-dire des personnes qui avaient construit un projet à deux, où tout était fait à deux, que ce soit financièrement, au niveau de l'organisation, tout était fait à deux, et le jour où il y a un divorce, où il y a une rupture, forcément tout doit être reconstruit. Déjà, il y a de la souffrance des parents, et quand on souffre, on s'occupe aussi un peu moins bien de l'enfant. On a ensuite tout à refaire, et parfois le budget était fait à deux, et quand on se retrouve avec un seul budget, c'est très compliqué. À Paris encore plus, puisque parfois se loger, il faut trouver 2 logements qui peuvent accueillir l'enfant, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a toujours, et d'ailleurs les études le disent, au moment du divorce, les familles monoparentales vont mal, les enfants vont moins bien, et plus on s'éloigne du divorce, mieux ça va, puisque les familles se reconstruisent et se retrouvent une organisation. Nous, on a tout pensé longuement, c'était ce que je disais tout à l'heure, on a tout pensé en étant seul, aussi bien le côté affectif qu'organisationnel, financier, et on a tout fait. Certains nous ont même dit, moi j'ai passé la grègue avant de faire cet enfant seul, d'autres moi j'ai attendu d'être stable. Donc il y a vraiment, on a tout réfléchi, et du coup on n'est pas dans une monoparentalité subie, et du coup les choses sont beaucoup plus faciles.